C'est le défocus. Le défocus? Le défocus, et je pense que c'est l'ennemi des entrepreneurs, le défocus. Et je le répète tout le temps, je le rabâche beaucoup et parce que ça me semble hyper important. Le défocus, c'est essayer de faire plusieurs choses en même temps alors qu'on a très peu de moyens, très peu d'argent, très peu de ressources. Et quand on monte une boîte, quand on monte une start-up, on a envie, on a une idée de marché, on a envie de proposer quelque chose à un marché, on a envie de faire 10 000 choses en même temps. Exactement. Et c'est le meilleur moyen d'être très moyen un peu partout, et c'est ce qui m'est arrivé pendant plusieurs années. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Paul Guillemin. Paul, merci d'être aujourd'hui là chez Melstock. Merci pour ton invitation. Du coup, Paul, c'est le cofondateur de Fretlink. Donc Fretlink, si je résume bien Paul, c'est la start-up qui connecte les chargeurs industriels au plus grand réseau de transporteurs routiers. C'est bien résumé. Merci. Et du coup, l'objectif, en fait, Paul, en fait, c'est vraiment que tu parles en fait à la communauté et que tu nous dises comment finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette success story, finalement, tu vois, les étapes clés en fait du parcours entrepreneurial, et que tu nous parles aussi des challenges, des erreurs que tu as pu commettre pour finalement donner des conseils à vous qui nous regardez aujourd'hui pour vous aussi vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, let's go. Let's go. Donc, ma première question, Paul, pour toi, c'est comment te décrivent tes amis? Quels sont quels adjectifs te viennent en tête quand, par exemple, il y a un ami à toi, voilà, Paul, il dirait quoi sur toi? Un peu hyperactif peut-être. Ok. Ça c'est quelque chose qui doit pas mal revenir. Ouais, hyperactif dans quel sens? Genre, tu veux tout Je suis faire? tout le temps en train de faire 1000 trucs, ouais. Ok. Et du coup, Ouais, est-ce ouais. que tu résumes ça comme étant une qualité chez toi? Je veux dire, le fait de faire pas mal de choses, d'être multitâche? Moi, je pense que tout a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, je pense que pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas mal d'avoir pas mal d'énergie et de vouloir faire pas mal de choses parce que les journées sont bien remplies. Yes. Donc, hyperactif. Quoi d'autre comme adjectif, du coup, qui te viennent en tête? Ambitieux peut-être. Ouais. Ambitieux, ouais, je pense que après, vu de mes potes d'enfance avec qui je passais pas mal de temps, qui ont mon côté assez fêtard, faire toujours plein d'activités, plein de trucs, ils m'ont vu me mettre dans l'entrepreneuriat, monter ma première, puis ma deuxième, puis ma troisième boîte et y consacrer beaucoup de temps. Donc je pense que de leur point de vue, ouais, c'est l'hyperactivité, l'ambition, et l'énergie, ouais, beaucoup du dynamisme sûrement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, par petite anecdote, j'ai vu sur le site de Welcome to Jungle que c'est Party is a serious matter ici chez Fretlink. Ça, il faut un copyright quand même, cette phrase ne vient pas de nous, Okay. elle vient de The Family. D'accord. Et on la partage chez Fretlink, on pense que Party is a serious matter, ouais, quand on monte une équipe. Ouais. Donc, tu viens de nous dire justement que Fretlink, c'est pas ta première boîte. Si tu regardes un petit peu justement en arrière, donc toi, tu as monté des boîtes avant. Quelle finalement leçon tu en tires des différentes boîtes que tu as montées et comment ça t'aide aujourd'hui comment ça t'a pu aider en tout cas en créant Fretlink par rapport à ton expérience passée? Alors, je pense qu'il faut monter des boîtes pour réussir une boîte un jour. Et je pense que c'est en montant des boîtes qu'on arrive finalement à réussir une. Je crois qu'en France, la moyenne, c'est 3 ou 4 boîtes. Les entrepreneurs réussissent à partir de la 3e ou de la 4e boîte. Parce qu'en fait, c'est une question d'apprentissage. Je pense que pour réussir une boîte, il faut beaucoup d'ingrédients au même moment, au même endroit pour que ça marche. Il faut un produit, il faut déjà une bonne idée avec un marché intéressant. Il faut un produit, il faut des talents, il faut des investisseurs. Il faut que tout ça soit réuni au même endroit, au même moment. Et il y a une part de chance là-dedans. Je pense que, et je le vois dans mon expérience entrepreneuriale, comme je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs, on se lance dans un projet, on a une super idée, un super produit, mais on n'a pas les bonnes personnes avec qui travailler, ou une fois on a les investisseurs, mais on n'a plus les personnes avec qui travailler. Dans le projet d'après, on a cette fois les investisseurs, le produit, mais on a et à un moment donné, là-dedans arrive un moment où on a une opportunité de marché, une équipe, un produit, des investisseurs, le déclic qui fait que on arrive à vendre au premier client et les choses s'emballent, les choses s'accélèrent et on arrive à monter une boîte. Donc je pense qu'il faut monter des boîtes pour réussir à monter une boîte. Et aussi parce qu'on retrouve les mêmes patterns, que ça soit dans le transport routier de marchandises, que ça soit dans n'importe quel projet que j'ai l'occasion de monter ou que je vois autour de moi. Ouais. Il y a quand même beaucoup de patterns qu'on retrouve, des erreurs qui sont les mêmes à ne pas commettre, j'allais dire des outils, des méthodologies qu'on a pu tester et valider dans des expériences précédentes, qu'on va tout de suite mettre en application et qui marchent. Et donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle en 6 mois avec Fretlink, j'ai fait plus qu'en plusieurs années avec d'autres startups. Ouais, justement, tout ça,
va en parler. Donc moi aussi, par curiosité, est-ce que ces boîtes-là sont encore en activité ou finalement tu les as revendues? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'ai monté une agence digitale que j'ai dirigée pendant un peu plus de 4 ans et demi, et c'est de là qu'est parti le projet Fretlink, puisqu'on a développé, je l'expliquerai après, un logiciel de gestion dans le transport. Et au moment de monter Fretlink, j'ai cédé mes parts à mon associé, à mon ancien associé, qui a récupéré cette agence de développement et qui continue aujourd'hui à se développer et a plutôt bien marché d'ailleurs. Et du coup justement, si tu avais une erreur que tu as commise en montant cette agence que tu n'as pas commise justement chez Fretlink, ce serait laquelle que tu partages avec nous? Alors, sans hésiter, le défocus. Le défocus, et je pense que c'est l'ennemi des entrepreneurs, le défocus, et je le répète tout le temps, je le rabâche beaucoup, et parce que ça me semble hyper important. Le défocus, c'est essayer de faire plusieurs choses en même temps alors qu'on a très peu de moyens, très peu d'argent, très peu de ressources, et quand on monte une boîte, quand on monte une start-up, on a envie, on a une idée de marché, on a envie de proposer quelque chose à un marché, on a envie de faire 10 000 choses en même temps. Exactement. Et c'est le meilleur moyen d'être très moyen un peu partout, et c'est ce qui m'est arrivé pendant plusieurs années. Je développais un produit, j'essaie de le vendre sur différents segments en même temps, à différentes activités, et en fait à chaque fois je retrouvais des gens sur le marché qui étaient meilleurs que moi par vertical. Et ce que j'ai vraiment appris de ces expériences précédentes, et surtout au début dans une start-up, il faut s'attaquer à un marché, un segment, un produit qu'on va essayer de répliquer et de scaler finalement, avant de s'attaquer, de diversifier son activité. Et je pense que quand on est jeune entrepreneur, on se lance premier jour, on a 10 000 idées, 10 000 choses, et finalement des choses qui peuvent arriver dans la deuxième, la troisième et la quatrième année. C'est bien qu'on y ait pensé au début, mais c'est peut-être quelque chose qui doit arriver dans la roadmap au bout de la troisième ou la quatrième année. Et c'est hyper important dès le début de se focus sur ce qui est important, puisque c'est ce qui fait survivre la boîte, le temps d'avoir du temps, de l'argent, des ressources pour pouvoir ensuite développer plein de projets et faire plein de choses sur son marché. Et du coup, justement, tu as bien dit, ça commence toujours par une idée. Du coup, nous, on est curieux de savoir comment finalement t'es venue l'idée de créer Fretlink, et tu expliqueras un peu aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est. Voilà, comment ça t'est arrivé l'idée de créer cette start-up-là, surtout dans un marché qui n'est pas très sexy, on va dire. Comment t'as eu cette idée? Ouais, donc effectivement, je me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais remplir des camions, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Il se trouve que je t'ai parlé de mon agence digitale que j'ai dirigée pendant 4 ans et demi, dans laquelle je faisais à la fois j'avais une vingtaine de développeurs et je faisais du développement de sites internet, d'applications mobiles, de logiciels, un scope assez large. Et totalement par hasard, j'ai rencontré dans la deuxième année un transporteur routier qui m'a demandé de lui développer un TMS, donc le fameux un Transport Management System, qui est un logiciel de gestion pour les boîtes de transport, pour gérer leur flotte de véhicules, les chauffeurs, la maintenance, la facturation, etc. Et donc je me suis lancé sur ce cahier des charges, j'ai mis 3 ou 4 développeurs sur le projet, et pendant 2 ans et demi, on a développé toutes les fonctionnalités de gestion de ce TMS, et c'est comme ça que j'ai découvert ce fameux Unsexious Trillion Dollar Market, effectivement, un marché qui va vivre au tout début de sa transformation digitale et qui va vivre beaucoup de transformation et à mon sens, une vraie révolution des usages dans les prochaines années. Et on était en plein dedans, on parlait avec beaucoup de transporteurs, avec beaucoup de chargeurs, on s'est dit que que ça serait nous, que c'était l'opportunité de nous proposer cette solution. Mais du coup, justement, tu as développé cette solution pour un client en particulier. Comment tu t'es dit, ok, là, je vais pouvoir la vendre à d'autres potentiels clients? Enfin, d'où ça t'est venu? Comment ça s'est passé? Alors, il se trouve que c'est pas du tout cette solution. On n'est pas du tout reparti de cette solution. D'accord, ok. Donc celle-là, tu l'as mis de côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on vendait des solutions aux chargeurs et aux transporteurs pour fluidifier leurs opérations de transport, pour apporter de la transparence, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrêtait pas en fait et c'est le constat qu'on a fait de notre solution, mais de pas mal de solutions sur le marché. On avait un peu le sentiment qu'on améliorait un système existant, mais un système qui ne marchait pas, plutôt que de changer complètement de paradigme, de changer de système. Et donc en fait, à l'époque où je facturais du temps jour homme, on me demandait de développer des modules qui permettaient de résoudre des problèmes qu'on avait créés en développant le module précédent, et on avait l'impression qu'on développait des modules de modules, des modules de modules, déjà qu'on avait du mal à interconnecter les uns avec les autres, et en plus de ça, encore une fois, ce que j'appelle améliorer la bougie plutôt qu'inventer l'ampoule, c'est qu'on améliorait quelque chose qui marchait pas très bien, et que là on s'est dit, plutôt que de continuer à développer des modules de modules pour essayer d'améliorer le système existant, on va inventer un nouveau modèle. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Fretlink. D'accord, ok. Et du coup,
Tu as décidé de justement dire, OK, il y a une opportunité de marché. Quelle a été la deuxième étape dans cette aventure? Est-ce que ça a été de t'entourer des bonnes personnes? Est-ce que ça a été tout de suite d'élaborer un business plan? Parce qu'on nous parle beaucoup de business plan, on ne sait pas trop. Ça a été quoi pour toi l'étape suivante? Alors, la première étape, ça a été de prendre beaucoup d'informations sur le marché. Tu as fait une étude de Donc, marché? j'ai fait une étude de marché. Oui, on a fait une étude de marché. On a passé pas mal de temps. On a été surtout rencontrer pas mal de monde sur le secteur pour voir s'il y avait une opportunité, s'il y avait un vrai besoin, si le marché était prêt à vivre une transformation. Donc, on a échangé avec pas mal de monde du secteur. Et effectivement, comme tu le disais, je me suis rapidement soucié de trouver la bonne équipe. Et ça, c'est un des vraies leçons, des vrais conseils en tout cas que je peux donner à l'entrepreneuriat pour se lancer. Je le dis souvent, enfin ça vient pas de moi non plus, mais en tout cas je suis assez convaincu que the best team wins et que de toute façon il s'agit de trouver la bonne équipe. Une fois qu'on a la bonne idée, ou en tout cas qu'il y a une opportunité de marché, tout réside dans l'exécution, et l'exécution c'est la team. Et donc très rapidement je me suis dit il faut trouver une équipe de cofondateurs qui nous permettre de réunir tous les ingrédients pour lancer le business. Donc c'était à la fois de l'expertise transport. Et pour ça, j'ai été chercher mon cofondateur Didier Duval, qui a 30 ans d'expertise dans le transport et qui était numéro 3 d'un des plus grands groupes de transport quand on l'a rencontré. Et comment tu l'as rencontré? Donc ça, c'est toujours la question, tu sais, parce qu'on se dit toujours, voilà, je veux rencontrer quelqu'un qui est assez expert dans ce marché-là, parce que moi, je ne le suis pas. Comment tu l'as rencontré On l'a rencontré via une connaissance qu'on avait en commun. Via mon réseau, on avait une connaissance en commun qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres ce mec. C'est le mec du secteur. Et on a été boire un café avec lui, on a passé 1 heure avec lui, on lui a expliqué notre projet et à la fin du café, il nous a fait un chèque de 100 000 € et il nous a dit c'est parti. Bah alors attends, pause, parce que là, faut que tu m'expliques. Attends, tu es allé prendre un café, tu lui as pitché donc, ce que vous vouliez monter et comment finalement ça s'est opéré? Parce que autour d'un café, ça a l'air super beau, mais comment tu as réussi à le convaincre de t'écrire un chèque? Je lui ai parlé de la problématique de marché. Je lui ai dit que nous, c'est ça, plutôt que de parler et c'est quelque chose qui revient souvent, plutôt que de parler de la solution, j'ai beaucoup parlé de la problématique. Parce que déjà, il fallait qu'on soit sûr qu'il y avait une vraie problématique, sinon c'est dur de vendre de l'aspirine à quelqu'un qui a pas mal à la tête. Donc on veut déjà commencer par s'assurer qu'il y a un problème. Et au bout d'1 heure, il m'a dit vous avez complètement raison. Votre approche elle est bonne. Ça fait longtemps qu'on attend une solution comme ça sur le marché. Je pense que le marché est prêt. Je pense que votre approche est la bonne. Je pense que le nouveau modèle que vous pourrez proposer est le bon. Il en était vraiment convaincu. Il nous a dit moi je vais lancer le développement. Et il nous a fait un chèque de 100 000 € quasiment sur la table. Après le café. D'accord. Et du coup, voilà, il t'a fait un chèque de 100 000 €. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le lendemain, ces 100 000 €, tu les as encaissés pour Fretlink, du coup? Bien sûr, vous les bien avez sûr. utilisés Alors, donc du coup, on a été chercher, il nous fallait ça un expert du transport qu'on a été chercher via Didier qui non seulement nous amenait son expertise, mais en plus de ça a financé les débuts du projet. Je me suis associé à mon cousin Germain, qui est CPO et cofondateur de la boîte, et qui, lui, était économiste et data scientist à l'ONU quand je montais le TMS, et qui m'a rejoint en fait dans ma boîte précédente pour développer toute la partie algo du TMS. Et donc assez naturellement, on a monté la boîte ensemble. Et le 4e qu'on a été chercher, il nous fallait aussi une expertise vraiment technique. Et on a été chercher l'ancien CTO de Captain Train qui venait de revendre la boîte avec son équipe à Trendline qui était le concurrent anglais. Ça fait pas mal de bruit parce qu'on fait une belle revente. Ils ont vendu un peu plus de 200 millions d'euros il y a 3 ou 4 ans à Trendline et il nous a rejoint juste après. Donc on avait cette équipe la Dream Team d'expertise métier, technique pour lancer le marché. 100 000 € pour pouvoir embaucher les premiers développeurs et développer le fameux Minimum Viable Product, le fameux MVP, et on s'est lancé là-dessus pour développer les premières briques de logiciels pour aller convaincre nos clients. Et donc vous aviez juste un bureau, vous travailliez d'où? Du coup, la Dream Team, elle travaillait d'où? Elle avait un desk? Alors on est passé un peu partout par on a commencé dans la cuisine de la mère d'Antoine, de ma tante. Ensuite, on est passé par les salons des copains, etc. Et puis ensuite, on a trouvé au-dessus d'un entrepôt logistique, on a trouvé un local de 25 mètres carrés à Ivry-sur-Seine. Et on a débarqué avec les cofondateurs et nos 2 stagiaires à Ivry pour lancer l'aventure. Ok, donc déjà d'Ivry jusqu'ici.
ici, c'est waouh déjà quand on regarde un petit peu. Ok, super. Donc maintenant, tu as la Dream Team, vous avez recruté l'équipe de développeurs. Donc maintenant, comment ça se passe pour aller chercher les premiers clients? Enfin, je me souviens que tu disais, est-ce que tu nous parles un peu de fake it till you make it? Je ne sais pas s'il y a eu un peu de ça. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment vous avez réussi finalement à démarcher votre premier client? Alors, ce qui est important, et tu parlais du fake it until you make it, aujourd'hui on est capable de valider du product market fit, d'être sûr que des clients vont acheter ton produit sans avoir à le développer. Et ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a un certain nombre d'années, et c'est ce que Internet a profondément révolutionné. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, tu voulais lancer un business, il fallait acheter des entrepôts, une usine, et donc c'était des millions de francs à l'époque, ou des dizaines de millions de francs pour pouvoir lancer son business, et donc on devait déjà investir avant de savoir si les gens allaient acheter le produit. Aujourd'hui, on est dans un monde où n'importe qui est capable de lancer une landing page avec 200 € sur AdWords, ou même 50 € sur AdWords, et de voir si les gens cliquent, si les gens viennent sur la page, si les gens sont intéressés. Et donc aujourd'hui, on est capable de pouvoir finalement avancer assez loin dans la vente, et ensuite développer le produit une fois qu'on est réellement sûr que le client va l'acheter. Et donc c'est finalement ce qu'on a fait, puisque on a écrit beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur Internet, pour expliquer les problématiques de marché, pour expliquer la solution qu'on voulait amener, pour expliquer ce qu'on faisait. Et on a eu beaucoup de traction, on a eu beaucoup de directeurs logistiques qui nous ont contactés, qui nous ont dit mais on pense que vous avez vraiment raison, vous attaquez le problème par le bon bout, on a envie de vous rencontrer. D'accord, ça arrive un peu comme ça aussi via LinkedIn aussi. Exactement, okay. C'est vraiment en faisant du contenu, on a commencé par faire du marketing de contenu et de parler plutôt du problème d'ailleurs plutôt que de la solution. C'est dire aujourd'hui le marché va vivre une transformation, les problèmes auxquels vous êtes confrontés tous les jours, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on s'assurait à chaque fois que les interlocuteurs disaient oui, effectivement, c'est ça notre problème au quotidien. Oui, on a des problèmes de tracking. Oui, on a des problèmes de sécurisation de notre plan de transport. Et on s'est dit, il y a une vraie problématique. Maintenant, on va pouvoir évidemment apporter un peu d'aspirine à tous ceux qui ont mal à la tête. Et on a été rencontrer nos clients. Un des premiers était Chanel, qu'on a été rencontré tout au début de l'aventure. Pascal Meyer, que je remercie une nouvelle fois parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous a fait confiance et qui nous a mis vraiment le pied à l'étrier. Et évidemment, quand on a été le voir, on lui a montré le design des interfaces, le fonctionnement de la plateforme. Elle n'était pas encore vraiment développée. On avait vraiment commencé à développer les premières fonctionnalités. Et finalement, ça nous a permis de tester notre logiciel. Plutôt que d'investir de développer pendant 6 mois un produit dont on n'était pas sûr qu'on puisse le vendre, on a d'abord commencé par confronter notre produit au marché en allant voir les clients. Jusqu'à ce que, et d'ailleurs très rapidement, il nous a dit ah non mais ça j'aurais pas fait comme ça j'aurais plutôt mis le bouton ici, puis nous c'est important d'avoir une fonctionnalité pour faire ça. Et nous on prenait des notes et à chaque fois on revenait au bureau pour essayer de développer de nouvelles fonctionnalités. Donc finalement on a construit notre produit, notre MVP avec notre client, ce qui nous a permis de s'assurer qu'au moment où on allait commercialiser, il répondait vraiment à cette problématique, ce qui nous a fait gagner du temps et puis ce qui nous a en plus de ça qui finalement limite les risques, puisque l'argent qu'on a investi pour le développer, on l'a investi sur quelque chose dont on était sûr qu'il y avait un product market fit. Est-ce que tu stressais avant d'entrer dans le bureau de Chanel pour présenter ta solution? Est-ce que c'était quoi un peu les sentiments que tu avais quand tu es rentré dans ce premier rendez-vous? De l'excitation plus qu'autre chose. Je pense qu'on n'a pas vraiment peur quand on monte une start-up. Peur de quoi? Franchement, peur de tomber par terre. On était déjà par terre. Donc de toute façon, quand on monte une start-up, on a peur de rien et c'est ça qui nous rend assez dangereux. C'est que oui. On peut se dire ah là là, c'est Chanel, etc. Enfin, je sais pas pour les gens qui nous regardent, ça me stresse un petit peu. Toi, tu t'es dit au final. On a peur quand on a peur de perdre quelque chose. Et quand on a une start-up, on n'a rien. Donc on n'a pas peur parce qu'on n'a rien à perdre. Donc on s'est dit on va aller voir cette personne. On était hyper excités déjà d'être reçus. Toujours très optimistes nous les entrepreneurs. On était déjà très contents d'être reçus, de pouvoir proposer notre solution. Et de toute façon, c'est un win pour l'entrepreneur. On y se trouve qu'on est sorti du bureau. Mon cofondateur qui est là depuis 30 ans dans l'industrie m'a dit j'ai jamais vu ça. Un rendez-vous qui va aussi vite et quelqu'un qui a aussi vite envie de démarrer sur cette solution. Mais quand bien même si ça n'avait pas été le cas, même si le directeur transport de Chanel avait dit mais c'est n'importe quoi, votre solution je vais pas du tout l'acheter, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire, ce qu'il aurait fallu faire c'est ça, je serais sorti gagnant quand même, puisque j'avais de toute façon une réponse qui est c'est pas ça qu'il faut développer, c'est ça, et je serais revenu au bureau pour développer ce que le mec m'avait dit de développer. Donc de toute façon ça ne pouvait que être positif. Il se trouve que c'était le plus positif possible puisqu'on a commencé à bosser avec eux. Donc, exactement. Et du coup, après Chanel, est-ce que tous tes autres rendez-vous clients, tu les as eus du premier coup ou est-ce qu'il y en a certains, malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça? Non, on a eu la chance
d'être très très vite reçus par les chargeurs parce qu'il y avait un vrai problème. Et quand on les a appelés pour leur dire aujourd'hui vous avez un problème, vous avez ce problème, ce problème, ce problème, on a une solution pour vous. On a été contacté par beaucoup de chargeurs, on a été reçus par beaucoup de chargeurs, non pas sur la solution mais sur le problème. Et ensuite il a fallu petit à petit démontrer que notre solution était pertinente sur le papier et ensuite la tester pendant 1 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, leur montrer qu'il y avait un vrai ROI et leur montrer qu'il y avait une vraie valeur ajoutée à utiliser notre solution et qu'elle permettait vraiment de résoudre ce problème. Mais je pense que quand on a quand on veut révolutionner un marché, ou en tout cas quand un marché est prêt à être disrupté, à être transformé, à être digitalisé, c'est qu'il y a un vrai problème qui est partagé par l'ensemble de la communauté ou l'ensemble du segment ou du secteur. Et donc ça aurait été un peu inquiétant qu'on appelle tout le monde en disant aujourd'hui vous avez un vrai problème et que tout le monde nous dise non, on n'a aucun problème. Là je pense qu'on aurait arrêté la boîte, on l'aurait pas montée ou on n'aurait pas continué. Et le fait qu'on appelle tout le monde et que tout le monde nous dise effectivement on a un problème sur ça, sur ça, sur ça, et ça fait des années qu'on attend une solution, finalement, que notre solution soit la bonne ou pas, on avait des oreilles attentives en face qui nous disaient écoutez, de toute façon, ça fait des années qu'on attend une solution, elle ne vient pas. J'allais dire, montrez-nous ce que vous savez faire. Et du coup, ensuite, donc maintenant, vous avez alors combien de comptes clients, tu peux me dire On a 400 comptes clients et 5000. Donc on a levé notre série A en avril 2017. On avait à ce moment-là, on était une dizaine dans la boîte. On avait 5 clients et 500 transporteurs. Et en 2 ans, on est passé de 10 à 80 salariés. On est passé de 500 à 5000 transporteurs connectés sur la plateforme et de 5 à 400 clients connectés aussi. Très bien, des chiffres qui... Voilà. Et du coup, justement, Paul, par rapport à ça, pour toi, dans le fait de faire grossir ta boîte, quels ont été les challenges principaux? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, une journée qui a été peut-être assez dure, un moment assez dur, où tu t'es dit, ah ouais et tout, peut-être que même, oh là là, je sais même pas où est-ce que je vais, peut-être dans le mur, je sais pas. Est-ce que tu peux nous partager ça avec toi? Peut-être un moment, quelque chose qui t'a marqué, où tu t'es dit, là, vraiment, c'est dur. Il y a eu pas mal de moments comme ça, je te rassure. Qui t'a peut-être un peu plus marqué que d'autres, que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Il y a eu pas mal de moments et pour des raisons assez différentes de toute façon. Et je pense que c'est ça qui n'est pas évident à gérer comme en tant que fondateur tous les jours, c'est qu'une start-up c'est comme ça. Et je te le confirme, il y a effectivement des soirs où je me suis dit on va jamais y arriver. Par exemple, des moments où on a essayé de chercher des fonds que les premiers investisseurs n'ont pas forcément, tout au début de la boîte, où les premiers investisseurs n'ont pas forcément investi après les premiers rendez-vous, et que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, ou en tout cas les 4-5 que je connaissais, ou avec qui j'avais des introductions, donc ça n'a pas marché forcément dans les premières semaines, la levée de fonds, et il y a eu des moments où je me suis dit, on va pas y arriver, il y a des moments où il nous restait dans la vie de la boîte 2 mois, 3 mois de cash pour payer nos salariés, et on s'est dit, si on lève pas dans les 4 prochaines semaines, on est mort et on ferme la boîte. Et on a reçu des mails de validation à 3 semaines et 4 jours. D'accord, comme quoi, ouais, t'as jamais vraiment perdu l'espoir au final. Tu t'es dit, ok, ça forge le caractère et surtout qu'on se dit que. Et je pense que c'est hyper important de vivre ça pour un entrepreneur. C'est pour ça que je parlais de monter des boîtes parce que l'échec est une partie intégrante de la vie de l'entrepreneur et de son apprentissage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend à travers l'échec qui permet derrière de réussir. Ça paraît évident ce que je dis, mais je le pense profondément, notamment parce que on a un peu tendance au début, à chaque fois qu'on a un obstacle ou une merde à gérer, ou de se dire que c'est la catastrophe, que c'est horrible. Et le fait de se relever 1 fois, 2 fois, 3 fois, et de se rendre compte que finalement les choses, je dirais pas qu'il y a des choses graves, même quand je dis que tout n'est pas si grave et que souvent, en tout cas j'ai appris à ne pas être désespéré, à me dire que oui, il y avait des jours où tout s'abattait sur moi et que j'avais l'impression que je n'arriverais pas à relever des fonds, que j'allais perdre des clients, que ça allait pas marcher, que plein de choses, et finalement le lendemain on reçoit un mail, il y a quelque chose qui se passe mieux, on arrive à trouver une solution, et puis ça va très vite dans un sens et ça va très vite dans l'autre, et le fait de le savoir et d'avoir vécu ça permet dans les moments où on est vraiment 6 pieds sous terre de se dire bon allez, on va aller boire un coup avec les potes et demain c'est reparti. Exactement, justement les moments, voilà. J'ai été aussi beaucoup aidé pour le faire, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre dans des communautés. Moi j'avais la chance d'être chez The Family depuis le début, et c'est le moment où ça permet d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs qui n'ont pas encore réussi, mais aussi des entrepreneurs qui ont déjà réussi et qui en rigolent parce qu'ils disent ouais, et c'est ça je pense l'expérience, c'est des gens rassurants qui disent oui non mais ça on l'a vécu 15 fois.
Donc ça, mine de rien, rassure-toi, c'est normal. Voilà, le fait de rencontrer des gens qui vivaient ces mêmes galères, toi, ça t'a rassuré au final. Tu t'es dit, ok, bon, bah, c'est pas grand-chose, je continue à avancer. Bien sûr, Okay. bien sûr. Mais et chacun à son niveau. J'allais dire chacun à son petit niveau. Moi, j'ai des potes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui m'appellent pour des sujets où ils sont complètement paniqués. Ils ont reçu leur première lettre de l'URSSAF, leur truc, n'importe quel truc, et qui m'ont appelé complètement démobilisé, qui avaient peur, qui étaient angoissés, qui savaient pas comment gérer, etc. Et moi, ça me fait rire. Parce que à haut niveau, moi, ça me fait rire. Mais de la même manière, on est tous le petit de quelqu'un. Hein, et de la même manière, et ben, quand je raconte des problématiques que je traverse aujourd'hui en disant c'est hyper compliqué à manager cette situation, j'ai des gens aussi qui rigolent en disant non mais Paul, t'es mignon comme tout, ça c'est hyper simple et tu verras un jour, ça sera beaucoup plus compliqué que ça. Et donc je pense que de toujours s'entourer, d'être à la fois être toujours proche des gens qui ont vécu ces épreuves et qui ont vécu ces obstacles avant, c'est aussi quelque chose qui est important parce que c'est rassurant et qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et je pense que le problème du fondateur et de l'entrepreneur, c'est qu'il est souvent seul. Exact. Et il se retrouve souvent seul, et le fait de se dire qu'il n'est pas tout seul, que c'est quelque chose que beaucoup d'autres gens ont traversé et qui s'en sont sortis, c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. Donc un de tes conseils, c'est effectivement d'aller aussi à la rencontre d'autres entrepreneurs qui sont soit dans le domaine ou non d'ailleurs, et effectivement de s'entraider, de se partager un peu ses expériences. Bien sûr. Ouais. Trop cool. J'aimerais juste que tu partages avec nous ton meilleur coup, ta meilleure réussite, le moment où vous avez crié, je sais pas, chez Fretling, ça a été quel moment, le moment de joie, le moment de ouais, let's go, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a un moment comme ça que... Le premier camion quand même. Le premier camion. Est-ce que tu veux bien revenir un peu dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous avez fait quoi avec l'équipe? On a eu notre premier client, donc on est de se lancer. On était en train de mettre en place les pilotes chez des plus gros industriels, et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté sur notre plateforme et qui voulait faire une expédition. Ça paraît rien aujourd'hui, encore une fois. On en fait des milliers toutes les semaines. Maintenant, c'est quelque chose qui est... C'est marrant parce que j'ai repensé l'autre jour, je me disais, mais c'est marrant, aujourd'hui, c'est le cœur de notre business. Des opérations, on en fait beaucoup, évidemment, mais cette opération, elle avait vraiment une saveur très particulière parce que c'était la première, que c'était une expédition pour l'Italie, entre la France et l'Italie, et que ce même jour on avait un fonds d'investissement qui venait visiter les locaux, et c'était assez drôle parce qu'on était en train de gérer notre opération de transport pour l'Italie, et puis on disait oui vous comprenez, on est assez international dans nos opérations, vous comprenez, on était assez fiers, ça faisait comme si on gérait des opérations tous les jours, c'était notre première opération de transport. Et c'était une histoire assez marrante parce que on a fait partir le camion, on s'est réunis tous, on était une dizaine à l'époque, on a sorti un gros magnum de champagne, commencé à prendre les photos, on était contents. Et à ce moment-là, il y a le téléphone qui a sonné derrière nous, on s'est tous retournés et le transporteur était en train de planter le camion. Et donc là, ça a été branle-bas de combat, on a posé le champagne, et puis on s'est tous mis dessus, on a retrouvé une solution, on a retrouvé un transporteur, etc. Ça s'est bien passé, et on a repris notre bouteille de champagne. Yes. Quand même. L'histoire finit bien. L'histoire finit bien, exactement. Trop bien, Paul. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage hyper inspirant. Je pense qu'il va aider énormément de personnes en tout cas qui nous regardent aujourd'hui. Donc c'est parti, on va passer à la phase Mail Stock Challenge. Let's go. Let's go. Est-ce que tu peux nous partager ta dernière lecture avec nous? Le bouquin ou un bouquin que tu veux nous partager aujourd'hui, ou ta dernière lecture? Ouais, ça va vous faire rire. Je suis en train de lire le bouquin de François Hollande. D'accord. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce que c'est un grand dirigeant et que je trouve que dans son bouquin, il a des réflexions sur le pouvoir qui me semblent hyper intéressantes. Plus la boîte grossit et plus des dynamiques politiques se mettent en place, de gestion du pouvoir, même si on est encore assez petit, on commence à avoir une hiérarchie qui se met en place, des jeux. Je n'allais pas dire des jeux politiques parce que c'est négatif, et en plus, fort heureusement, on n'est pas trop impacté pour ça dans nos startups, mais en tout cas, je pense que comprendre comment marche le pouvoir et comment marche la mise en place des idées, le fait de la descendre sur une organisation pour faire appliquer des règles comme des lois, comme des process dans une entreprise, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et avoir le point de vue d'un chef d'État, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, donc voilà. Un entrepreneur ou une personne qui t'inspire au quotidien, que tu vois, c'est un rôle modèle, une sorte de rôle modèle, tu as une personne un peu comme ça? Ouais, mais vu qu'on me demande à chaque fois que je sors la même personne, je vais finir par... Voilà, sur Mail Stock, il faut que tu changes. Faut que je change. Il faut que tu parles de quelqu'un, peut-être, voilà.
Pas forcément une personne. Non, je vais quand même le ressortir parce que c'est quelqu'un vrai qui m'impressionne beaucoup, c'est Stan, le CEO de Doctolib, Ok. que j'ai la chance de connaître parce que c'est un très bon ami de ma sœur et avec qui j'avais beaucoup échangé à l'époque parce qu'on avait des projets enfin, des projets en commun et des choses sur lesquelles on bossait, et c'est quelqu'un qui m'a parce qu'en fait je montais le même projet que lui, mais plutôt pour les garages, les instituts de beauté, etc. Et lui a monté ses agendas pour les médecins. C'est vraiment lui qui m'a montré la méthode, l'ambition, et qui m'a dit que j'ai vu en tout cas à travers Doctolib qu'il fallait être très ambitieux, aller très vite, et j'ai su ce que ça voulait dire être focus et être bon en exécution. Et je me suis inspiré de beaucoup de choses de ça pour monter Fretlink. Et je trouve que c'est un entrepreneur brillant, donc voilà. Du coup, je te laisse prendre une petite question, voilà, une ou deux, et à toi de nous dire un petit peu. Ah, ton rêve de gosse. Alors, ton rêve de gosse, justement, c'était quoi ton rêve de gosse? Mon rêve de gosse, c'était d'être pilote de ligne. Ah, Parce que toute ma famille, une bonne partie de ma famille est pilote, et mon père est commandant de bord à Air France, et j'ai voulu être pilote depuis tout petit. Et il se trouve que, pour la petite histoire, j'ai passé les concours pour être pilote à Air France. Ils avaient annoncé qu'ils en prenaient 48 sur 1700. ok, waouh. Et j'ai fini 32e, et c'était l'année où ils ont fermé les recrutements à Air France, et donc du coup ils en ont pris 22. Et ils ont mis les autres en attente. Ok. Et du coup, j'ai été mis en attente un an. J'ai fait une école d'ingénieur aéronautique. Et puis, ils m'ont mis en attente une deuxième année, puis une troisième année. Et donc, du coup, moi, j'ai fait mon parcours entrepreneurial. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils m'ont rappelé il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an, parce qu'ils ont retrouvé mon dossier et ils cherchaient des pilotes pour partir en formation. Et ils m'ont appelé pour me dire, bah, écoutez, si vous voulez, on a repris votre dossier, il faut refaire des entretiens, mais vous avez passé toutes les sélections, vous pourriez être pris. Donc, évidemment, je leur ai dit non. Mais je suis passionné d'aviation, et j'ai pas eu énormément de temps d'en faire ces derniers temps avec le projet Fretlink, mais c'est quelque chose, je suis toujours autant passionné, je compte en faire beaucoup par la suite. Une deuxième peut-être? Et Une puis deuxième on termine. Ah merde, mon péché mignon. Ah. Alors attends, je vais en prendre une autre. Attends, faut que tu dises. C'est quoi ton merde. péché mignon? Mon péché mignon, je vais sortir des trucs soit complètement bateau, soit que je peux pas dire, soit... Bon, si, tu peux tout dire. Voyons. Les belles tables. Les belles tables? Ouais, les belles Ok. tables. Je suis pas très matérialiste ni dépensier. Je suis pas du genre à flamber, mais par contre, je suis capable de payer des belles tables. Ouais. J'aime bien manger à des belles tables. Quelque chose que je déteste par-dessus tout. Ah oui, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes par-dessus tout, même chez Les quelqu'un, endives. etc. Les endives. Mais voilà, Ok, les d'accord. endives, j'aime pas les endives. Comme ça, tu le sauras. Quelque chose que je déteste par-dessus tout. Ou chez quelqu'un, tu vois, genre que tu veux pas du tout, quelqu'un qui viendrait bosser chez Fretlink, et c'est un trait de personnalité que tu n'aimes pas du tout. Ouais, les gens qui se remettent pas en question, les gens qui pensent tout savoir Ok, ouais, tout le trop temps. arrogant, grosse tête, trop arrogant, etc., grosse tête, non. ça m'énerve. Ouais. Ok. Trop cool, merci beaucoup Paul, c'était une super interview. Eh ben, merci Mélanie. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cet épisode, nous on a adoré. On vous mettra tous les liens en description de la chaîne et notamment aussi ton LinkedIn, etc. pour que les gens puissent te contacter par-dessus tout. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. À bientôt. Ciao.